Bonjour à tous, bienvenue dans Sinosphère, votre magazine consacré à la Chine et aux Chinois. 300 000 décès par an, fleuves et rivières sinistrés, la pollution étouffe les Chinois, la pollution étouffe l'économie chinoise. Elle lui coûte chaque année près de 3% de sa croissance. Aujourd'hui, peut-on encore lutter contre la pollution? C'est la question que je vais poser à mes invités dans un instant, mais tout de suite, c'est le sommaire. Pollution chronique ou accidents industriels, l'an dernier, les dommages environnementaux ont coûté à la Chine près de 170 milliards d'euros. Inquiets pour leur santé, les Chinois sont de plus en plus nombreux à dénoncer les pollueurs. Ce canal ici, c'est la première source d'eau potable pour la population de Pékin. Mais il se trouve à moins de 2 km d'une zone de stockage de charbon. Quand il y a du vent, la poussière de ce charbon se retrouve directement dans ce canal. Quelles sont les conséquences humaines, économiques et politiques de la pollution en Chine? Et nous sommes de retour sur le plateau de Sinosphère au musée Guimet en compagnie de mes deux invités. Jin Wang, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et vous êtes spécialiste des questions climatiques et énergétiques en Chine. À vos côtés, Jean-Paul Maréchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste également, spécialiste aussi du climat. Et vous venez de publier Chine-USA, le climat en jeu. Et c'est paru aux éditions Choiseul. Merci à tous les deux. Et avant de parler ensemble pollution, je vous propose de regarder un reportage signé Séverine Bardon et Gaël Caron. Li Yong voulait offrir à ses parents un peu d'air pur. En 2005, il a dépensé 300 000 € pour acquérir une villa perdue au milieu des vergers, à moins de 40 km du centre de Pékin. C'est de la poussière de charbon. Ça fait peur. À mon avis, ce n'est pas terrible pour les poumons. C'est sûr que c'est pas bon pour la santé. Aujourd'hui, la résidence est déserte, ses parents sont retournés en ville et Li Yong se bat contre les usines de charbon et de sable qui ont envahi la campagne locale. Ces démarches datent de 2008. Et là, on est en 2012 ? En 2012, oui. Et non seulement rien n'a été fait pour contrôler la pollution, mais ça a empiré. Surtout ces 2 dernières années. Les stockages de charbon ont continué à se développer. Ils sont de plus en plus étendus. Li Yong a contacté toutes les administrations locales, sans succès. Il a même écrit aux députés et aux maires de Pékin, toujours sans résultat. Là, le point bleu, c'est l'endroit où on est. Et tout autour, ce sont les stockages de charbon. Tout le quartier, là, tout ce qui est noir, ce sont les usines de charbon. On peut agrandir, regardez. Autour de la résidence, la campagne s'est effectivement transformée en un désert de sable et de charbon. Le noir et le gris dominent un paysage noyé de poussière et de fumées industrielles. Un désastre environnemental aux portes de la capitale. Là, on est à l'arrière de notre résidence. Et là, c'est une usine de sable. Dès que le vent souffle, la poussière s'envole. Et elle vole jusqu'à Pékin. Le taux de particules dans l'air est justement devenu l'une des préoccupations des Pékinois. Les habitants de la capitale s'intéressent surtout aux particules 2.5, les plus petites, mais aussi les plus nocives. Pour Chang Ting, bénévole auprès d'une organisation écologiste, la population doit être informée. Alors ça, c'est l'appareil de mesure des particules dans l'air. Il permet de mesurer les PM2.5, PM10 et PM100. À l'heure actuelle, le gouvernement ne publie pas les taux de particules PM2.5. Mais on veut savoir ce qu'il en est. Heureusement qu'on a cet appareil, on peut faire nos propres prélèvements. Chang Ting ne se sépare plus de son précieux appareil. Il prend des mesures à tout va, dans les parcs, les transports en commun ou dans la rue. Même par temps clair, les taux de particules fines sont inquiétants. Même si on avait tous les jours des taux comme aujourd'hui, on dépasserait les normes fixées par la Chine pour 2016. L'objectif du pays, c'est d'arriver à moins de 35 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Et aujourd'hui, on est à combien ? 55 microgrammes par mètre cube. Pour l'Organisation mondiale de la santé, les particules 2.5 sont dangereuses à partir de 10 microgrammes par mètre cube. Mais à Pékin, ces taux peuvent atteindre des records. Soleil voilé, visibilité réduite et air à la limite du respirable. Les jours de grande pollution, les Pékinois suffoquent.
Ça, c'est un masque qui permet de filtrer jusqu'à 95% des particules PM 2.5. Aujourd'hui, quand je me suis levée, j'ai vu le temps qu'il faisait, alors j'ai mis mon masque. Selon l'ambassade des États-Unis, aujourd'hui on est à 500 microgrammes, c'est vraiment dangereux. Pour Zhou Rong, de Greenpeace Pékin, le responsable de cette pollution est clairement identifié. En fait, le principal problème de la Chine en matière de pollution, c'est l'énergie. La Chine dépend essentiellement du charbon et cette pollution de l'air vient de la combustion du charbon dans les centrales électriques, dans les usines. Si on pouvait utiliser moins de charbon et plus d'énergie renouvelable, eh bien on pourrait arriver à ça. En attendant cette ville idyllique, les Pékinois subissent les conséquences de la pollution. Pour Zhe Xuyi, chef du département de cancérologie d'un grand hôpital pékinois, l'augmentation du nombre de cancers du poumon est directement liée à la pollution de l'air. Quand les taux de particules PM 2.5 dépassent largement les normes, l'impact sur le taux de cancer est le même que celui de la cigarette. En Chine, sur les 30 dernières années, le taux de mortalité dû au cancer du poumon a augmenté de 465%. À Pékin, les cancers du poumon augmentent de 5,1% par an. Conscient de ces risques sanitaires, le gouvernement tente de lutter contre la pollution locale, avec des moyens restreints et des initiatives parfois étonnantes. Du Fangtun est ainsi responsable d'une hotline sur laquelle les Pékinois peuvent dénoncer les pollueurs. Ce camion-là, il crache de la fumée noire. Quelqu'un nous a envoyé cette photo. On va regarder la plaque et retrouver le véhicule. Et s'il ne respecte pas les normes, on offrira une récompense à celui qui nous a envoyé cette photo. Une récompense de 300 yuan. Officiellement, Pékin a affiché l'an dernier plus de 300 jours de ciel bleu, non pollué. Mais selon Greenpeace, la capitale et la Chine tout entière ont du mal à respirer. En 2008, plus de 500 000 Chinois seraient morts de maladies directement liées à la pollution de l'air. Jean-Paul Maréchal, tout ce qu'on voit sur la pollution en Chine donne froid dans le dos et on se pose la question finalement, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ou est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, au contraire, et que c'est précisément parce que la situation est préoccupante qu'il faut que le gouvernement chinois et que, également au niveau international, on consacre beaucoup d'efforts à lutter contre la pollution et en particulier contre les émissions de CO2 dont on a vu dans votre reportage, évidemment, qu'elles affectent les gens, y compris au niveau local et pas simplement le climat en tant que tel. Jin Wang, on a vu justement le responsable du programme climat et énergie de Greenpeace qui explique finalement que la principale coupable, le principal coupable, c'est le charbon qui représente encore 70% du mix énergétique. Si on pouvait utiliser moins de charbon, dit-elle, est-ce qu'on peut aujourd'hui en Chine utiliser moins de charbon ? Il y a deux manières de voir les choses. D'abord, on peut essayer d'utiliser moins d'énergie fossile, charbon en particulier, en développant les énergies et technologies propres et vertes, éoliennes, photovoltaïques. C'est bien dans cette piste et stratégique que le gouvernement chinois a bien une conscience. Ils sont en train de développer leur secteur avec des soutiens publics vraiment à fond. Et d'autre côté, on peut essayer de développer des technologies toujours en utilisant le charbon, mais qui permet de mettre moins de poudre de poussière dans l'air. C'est-à-dire voilà, on appelle clean coal en anglais. Voilà. Jean-Paul Maréchal, les ambitions de la Chine sont là et on les a vues notamment affichées clairement dans le 12e plan quinquennal pour la période 2011-2015. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un paradoxe entre les ambitions de la Chine de devenir une puissance verte et puis la réalité sur le terrain ? Le paradoxe est apparent, bien sûr, entre d'un côté une Chine qui promet effectivement d'améliorer son intensité énergétique et puis de l'autre côté une Chine où on constate des niveaux de pollution qui sont extrêmement importants. Pour autant, c'est paradoxal qu'à court terme. Il appartient aussi au gouvernement chinois de faire respecter un certain nombre de décisions qui sont prises au niveau central. Et ainsi, on peut espérer que la situation s'améliorera plus notablement au niveau local. Voilà, vous abordez un point essentiel, c'est finalement l'application de décisions au niveau central et de les faire appliquer au niveau local. C'est un petit peu ça ce qui se passe avec les entreprises polluantes et notamment toutes les mines de charbon. Il faut que ce qui se passe à Pékin soit respecté aussi ailleurs.
Voilà, et donc il faut tordre le cou à cette idée qui est trop souvent répétée en France, selon laquelle une décision prise à Pékin mécaniquement s'applique sur tout le territoire chinois. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et le gouvernement de Pékin a parfois, semble-t-il, quelques difficultés à faire respecter des priorités qui sont édictées au niveau national. Voilà, et après, au niveau local, il y a évidemment, Jin Wang, ces objectifs de croissance, une croissance à tout prix dans les provinces. La pollution coûte cher à la Chine, pas uniquement aux Chinois, mais elle coûte 3% du PIB chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine a les moyens de croître tout en étant respectueuse de l'environnement? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Sachant que ce chiffre devient de plus en plus important, je veux dire, le coût de pollution en termes de pourcentage dans le PIB. C'était 3, peut-être ça peut atteindre jusqu'à 10 selon les manières de calcul différentes. Donc c'est bien une question très importante. Et est-ce que le niveau local peut continuer à croître sans cette méthode traditionnelle économique, c'est-à-dire vraiment constituée sur la croissance du PIB? Oui et non. Oui, parce qu'on a les bonnes politiques qui donnent des actions générales au niveau central, et dont l'évaluation des performances des fonctionnaires locaux n'est plus uniquement liée à la croissance économique du PIB. On a des critères des pollutions, des intensités énergétiques. Et non, parce que cette évaluation reste encore faible lorsqu'il s'agit de croissance du PIB. Donc il y a encore des arbitrages à faire ici. Voilà, un arbitrage croissance versus environnement. Mais dans le bon sens de... On est dans le bon sens. Jean-Paul Maréchal, la Chine communique aussi beaucoup sur cette notion de puissance verte. La Chine investit massivement dans les technologies vertes. Mais finalement, est-ce qu'on peut investir? On peut investir dans la technologie verte sans être une puissance verte? Écoutez, oui, la Chine investit beaucoup dans les énergies vertes. D'ailleurs, elle est premier producteur mondial dans un certain nombre de produits, les panneaux solaires, par exemple. Voilà, dans l'éolien, dans le photovoltaïque, dans les ampoules à basse consommation, etc. Bon. Donc effectivement, on peut être une puissance verte et faire de la croissance économique. C'est d'autant plus nécessaire que, et votre sujet le montre bien, en fait, les problèmes d'environnement renforcent les inégalités sociales. Et finalement, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que ce sont les gens tout en bas de l'échelle qui, évidemment, pâtissent le plus des détériorations des conditions environnementales. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, en Chine, vous avez à peu près 90 000 mouvements sociaux d'importance par an, et on estime qu'à peu près 50 000 sont liés à des questions environnementales. Donc on voit bien, vous voyez, c'est qu'à la fois sur le plan de la croissance économique, les technologies vertes sont évidemment un moteur de croissance, mais qu'en même temps, verdir l'économie pour la Chine, c'est aussi une façon de répondre à un certain nombre de problèmes sociaux. Voilà, justement, face à cette pollution omniprésente qui handicape les Chinois sont les premières victimes de cette pollution. Certains ont décidé de leur apporter une aide légale. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage signé Séverine Bardon et Gaël Caron. À tout de suite. Depuis sa création en 1998, la hotline du Centre d'aide légale aux victimes de la pollution a sonné près de 10 000 fois. Vous avez appelé l'autre jour et j'avais conseillé à votre femme d'aller voir au bureau de l'environnement local pour leur demander de faire une étude et d'évaluer quel impact cette antenne relais avait sur votre habitat. Vous avez pu contacter le bureau de l'environnement ? Quand les conseils de la hotline ne suffisent pas à résoudre les litiges, les avocats du centre prennent le relais. En traduisant en justice les entreprises polluantes, ils tentent d'obtenir réparation pour les victimes. On devrait écrire une lettre au tribunal d'appel, leur expliquer que le dossier s'est fait balader à droite et à gauche, et cela a retardé le jugement pendant tellement longtemps que le préjudice pour notre client est immense. Il faut mettre les points sur les i. Les avocats traitent une 60aine de dossiers par an, mais la justice n'est pas souvent clémente et les tribunaux rechignent parfois à recevoir leurs plaintes, surtout quand leurs conséquences économiques et parfois même politiques peuvent se révéler embarrassantes. Ce cas, cela fait déjà presque 2 ans qu'on s'en occupe, et la seule chose qu'on ait réussi à obtenir, c'est un retour au tribunal initial, qui accepte enfin de traiter le cas. Donc, il nous a fallu tout ce temps seulement pour savoir quel tribunal serait compétent pour traiter le dossier. Liu Xiang avoue n'obtenir un jugement favorable que dans 10% des cas soumis aux tribunaux. Pourtant, le nombre de plaintes augmente et de nouveaux dossiers se présentent tous les jours. Est-ce que c'est une pollution due à une usine de traitement des déchets ?
Ils font quoi là? Ils sont en train de nettoyer l'eau. Pollution de l'eau, de l'air, sonores ou olfactives. Dans une Chine en plein boom économique, les motifs de plainte sont aussi variés que les sources de pollution. Dans les cas que nous traitons actuellement, moi je m'occupe de la pollution liée à une centrale électrique. Les autres avocats travaillent sur un problème d'antenne relais, une usine d'incinération des déchets. On a aussi un cas de poisson mort à cause d'une pollution de l'eau. L'approche légale des avocats du centre est originelle, mais pour bien des Chinois, la lenteur de la justice reste frustrante. Face aux pollueurs, ils sont donc de plus en plus nombreux à choisir la voie de la manifestation pour tenter de se protéger ou d'obtenir réparation. Jin Wang, la lutte contre la pollution, c'est une des priorités affichées par le gouvernement chinois. Mais comme on vient de le voir dans le reportage, lorsqu'on est victime de la pollution, le gouvernement ne prend pas toujours en compte ces requêtes. Là aussi, c'est encore un paradoxe chinois. Oui, parce que d'un côté, on peut voir en fait, les victimes ne sont pas vraiment compensées par le pension social, mais on verra bien avec le développement et l'avancement de cette sécurité sociale qui est en train d'être développée en Chine, on verra bien une partie de compensation à ces types de victimes liées à la pollution environnementale. Et d'autre côté, l'impact des mouvements sociaux à la décision publique. Prenons un cas concret, en fait, c'est le cas de Pékin. En fait, comme l'IDRI, et moi personnellement, on travaille très proche avec les autorités chinoises locales et centrales. À Pékin, Bureau de protection environnementale, ils sont en train de finaliser une règle qui permet de publier les niveaux de PM2,5 en fait, pour le grand public. Oui, alors justement, ça, c'était un petit peu la grande question de la fin de l'année dernière. On l'a vu aussi dans ce reportage avec une pollution de l'air insupportable à Pékin. Et ce sont les internautes qui ont demandé l'adoption des modes de mesure américains, une publication de cette qualité de l'air. Jean-Paul Maréchal, il semble quand même que parfois le gouvernement donne des gages de bonne volonté sur ces questions environnementales. Clairement, d'autant plus que, comme votre reportage le montre, la pollution de l'air est un véritable fléau. Un dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé fait état de plus de 600 000 morts par an dus à la pollution de l'air. Donc le gouvernement ne peut pas tellement faire autre chose, à vrai dire, compte tenu du mécontentement social lié aux questions d'environnement, comme je disais tout à l'heure, qui résulte de cette situation. Donc on ne voit pas d'ailleurs pourquoi le gouvernement central n'essayerait pas d'apporter une réponse à ce qui est devenu un fléau national. Oui, et surtout quelque chose qui est vraiment palpable, qu'on voit au quotidien, puisque même les avions la qualité de l'air était tellement mauvaise que les avions ne pouvaient plus décoller. Finalement, sur une ville de Pékin, même si les actions doivent être menées à l'échelle du pays, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut être fait? Parce que quand on a vu les JO en 2008, le ciel était bleu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer, pour améliorer les choses sur une ville comme Pékin? Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste d'urbanisme et je ne suis pas spécialiste de la ville de Pékin en particulier. En tout cas, clairement, il faut évidemment développer des technologies qui sont moins polluantes, il faut développer les transports en commun, des modes de transport alternatifs, développer des énergies vertes. Naturellement, vous pouvez avoir du ciel bleu à Pékin si vous arrêtez la production dans un rayon de 200 km, ça c'est sûr. Bon, si c'est pour la déplacer ailleurs. Voilà, si c'est pour la déplacer ailleurs, ce n'est pas véritablement une solution. Il y a une étude qui vient de sortir, qui a été faite par le MIT, montrant que le coût de la pollution sur l'économie chinoise, c'est 110 milliards de dollars. À leur valeur de 97, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire qu'il faudrait multiplier ce chiffre sûrement par 3 ou 4 aujourd'hui. Et donc on voit bien que la pollution, ce n'est pas simplement une question de protection de l'environnement, ça a évidemment un impact sur la vie sociale et sur la vie économique des gens. Et par exemple, cette étude explique, pour arriver à ce chiffre, qu'on doit prendre en compte les arrêts maladie et toutes les nuisances, vous voyez, qui sont liées justement au fait que l'air est pollué à Pékin. Jin Wang, que fait concrètement le gouvernement pour lutter contre les entreprises polluantes? On a vu des entreprises chimiques qui déversaient justement des produits, des substances toxiques dans les rivières. C'est pour ça qu'on a des rivières polluées. Est-ce que le gouvernement s'est vraiment donné les moyens de fermer ces entreprises? En regardant les politiques qui ont déjà mises en œuvre, on voit bien le gouvernement central donne des objectifs précis en termes des émissions absolues des polluants aux gouvernants locaux.
qui leur efforce aussi de fermer certaines usines industrielles démodées et inefficaces. C'est la bonne volonté et bonne image qu'on voit. Mais c'est vrai que d'autre côté, comme on vient de parler en termes de mise en œuvre, est-ce que ça se passe exactement comme ça? C'est un point d'interrogation pour nous. Alors justement, le gouvernement a demandé aux autorités locales de réduire la pollution majeure de 10% d'ici 2015. Donc là, c'est une contrainte affichée. Jean-Paul Maréchal, encore une fois, c'est très beau de prendre ces mesures, mais comment le gouvernement central peut aller dans les provinces pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce qui est dans les... Il faut bien des mesures pratiques pour y arriver. Comment est-ce possible? Ça, c'est difficile parce qu'effectivement, les critères d'évaluation doivent changer, en particulier pour les fonctionnaires locaux en Chine. Et donc, il n'est pas forcément établi que le gouvernement parvienne à ces objectifs-là. Bon, une fois qu'on a dit ça, il ne faut aussi pas être complètement dupe de certains objectifs affichés. On le voit bien, il y a eu le sommet de Durban il y a quelques semaines. On s'est tous engagés, Chinois, Américains compris, qu'en 2015, on parviendra à un accord mis en œuvre en 2020. Parfait. Donc le climat s'intéresse beaucoup de gens pour 2015-2020, mais aujourd'hui, par exemple, la Chine et les États-Unis s'opposent à ce que leurs compagnies aériennes soient soumises aux réductions d'émissions imposées par l'Union européenne. Donc je pense qu'à la fois on est bien conscient, il faut être bien conscient du fait que le gouvernement de Pékin est à la manœuvre pour réduire les pollutions. En même temps, parfois, certains objectifs de court terme viennent contrarier des objectifs de plus long terme. Jin Wang, justement, sur ces grandes questions climatiques qui dépassent le cadre purement chinois, est-ce qu'on a vu une évolution de la position chinoise ces dernières années? Est-ce que la Chine est plus coopérative ou est-ce qu'elle garde en fait une position de principe qui est en gros de s'opposer à toutes les mesures qui pourraient être prises? Je suis incapable de répondre à la question diplomatique en fait en termes de coopération climatique, mais une question que je me demande toujours: avec ou sans la négociation climatique, est-ce que la Chine aujourd'hui se développe toujours vers ce sens d'un développement décarboné, verte? Moi, je dirais oui, parce qu'il y a à la fois un intérêt domestique pour le développement purement domestique. On a un problème de sécurité énergétique, problème de la pollution environnementale en général. On aura besoin de restructurer notre économie vers des secteurs avec plus haute valeur ajoutée et plus grande technologie au lieu de rester dans les premières parties de chaîne de production. C'est-à-dire, Jean-Paul Maréchal, finalement, que les positions de la Chine au niveau international sur les enjeux climatiques ne sont pas forcément révélatrices de ce qui se passe au niveau national. C'est compliqué de répondre de manière globale à votre question. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, la Chine a tout intérêt, en luttant contre la pollution de l'air, à participer à la lutte contre le changement climatique, puisque, comme vos sujets l'ont bien montré, c'est quand même lié. Les émissions de CO2 locales ont un impact sur la population et aussi sur le climat. Et l'une des avancées du sommet de Durban, cette fois-ci à l'échelle internationale, c'est que la Chine accepte de s'engager dans un processus qui doit conduire à un accord. Alors, quelle sera la nature de cet accord? Évidemment, pour le moment, personne ne peut le dire. Mais, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on constate des espèces aussi de contradictions entre des contraintes de court terme ou des objectifs de court terme en termes de croissance économique et des objectifs de plus long terme. Bon, la grande avancée, c'est que effectivement, on a un petit peu dépassé le clivage entre pays industrialisés et pays émergents qui existait depuis les années 90, en particulier dans le cadre du protocole de Kyoto. Juste un chiffre pour montrer que c'était plus tenable, c'est qu'en 1990, la Chine, c'était 10% des émissions mondiales de CO2. Aujourd'hui, c'est 27%. C'est 9 milliards de tonnes de CO2 contre 5,2 milliards pour les États-Unis. Donc on comprend pourquoi, effectivement, les États-Unis expliquaient qu'ils n'iraient pas tant que la Chine ne serait pas dans le groupe des pays qui s'engageraient à réduire leurs émissions. Voilà, bien, ce sera le mot ou plutôt le chiffre de la fin, Jean-Paul Maréchal. Merci, je rappelle que vous êtes économiste et vous venez de publier aux éditions Choiseul, Chine-USA, le climat en jeu. Et à vos côtés, Jin Wang, vous êtes économiste, chercheur à l'IDRI. Merci à tous les deux. Merci au Musée Guimet qui nous accueille et merci à vous qui nous suivez. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous dans 15 jours.